Bienvenue dans cette vidéo sur le monde de la recherche publique. Est-ce que vous savez vraiment ce qu'est la recherche? Si je vous pose la question, c'est parce que la réponse n'est pas si évidente que ça. Personnellement, je l'ai vraiment découverte le jour où j'ai commencé à en faire. Et j'ai adoré mon expérience, qui ressemble un peu à une quête dans un monde inconnu. Inconnu, c'est ça le terme clé, parce que le but de la recherche, c'est de produire des nouvelles connaissances ou alors de les approfondir, ce qui nécessite d'explorer l'inconnu, ce que personne ne sait. Alors, il y a plusieurs types d'inconnus. Il y a celui qui s'intéresse aux origines de la vie, à la compréhension de notre monde et de la matière, à l'infiniment grand, à l'infiniment petit. Bref, ce sont des questionnements qui fournissent des connaissances très théoriques et dont on ne leur connaît pas encore d'application aujourd'hui, mais qui seront probablement utiles à l'avenir. Mais au moment de leur acquisition, ce sont des connaissances pures et c'est ce qu'on appelle de la recherche fondamentale. Et puis il y a un autre inconnu, celui que l'on voudrait connaître là, maintenant, tout de suite, comme par exemple trouver un vaccin, comprendre les comportements humains, développer de nouveaux matériaux pour améliorer les batteries par exemple. Les résultats de ces recherches pourraient être utilisés dès leur découverte. Comme le vaccin, on en a parlé, même si ça peut prendre 10 ans dans ce cas-là. Et ça, c'est de la recherche appliquée, et c'est d'ailleurs le domaine dans lequel j'ai travaillé. Quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine, elles ont toutes un point commun, c'est la démarche. La démarche scientifique, c'est la méthode pour produire, découvrir de nouvelles connaissances. Et pour ça, il n'y a qu'à suivre le guide. La première étape, c'est d'observer. Avant de produire une connaissance, il faut avoir une petite idée de ce qu'on cherche. Alors, on observe, on cherche dans quelle direction il manque une connaissance. Exemple, dans mon premier projet de recherche, on avait remarqué que les médecins avaient du mal à guider cette chose-là. Ça s'appelle un cathéter et c'est un long tube de plastique creux que les médecins font passer à l'intérieur de nos artères ou de nos veines. C'est une façon pour eux de se déplacer à l'intérieur du système vasculaire pour faire des injections ou même des opérations très spécifiques. Sauf qu'entre l'endroit d'où le cathéter part et l'endroit où il doit arriver, il y a plein d'intersections et c'est difficile de faire en sorte que le cathéter prenne la deuxième à droite après le virage à gauche par exemple. Grosso modo, c'est aussi difficile que d'essayer de remettre la ficelle dans son jogging, sauf que en plus dans la gaine, ce serait pas une simple gaine, ce serait un labyrinthe en fait. Et ça c'était notre première étape, on avait observé cette difficulté. La seconde étape, c'est de se renseigner. En fait, on n'est jamais les seuls à avoir observé cette difficulté et de la recherche existe probablement déjà sur n'importe quel sujet. Alors on se renseigne dans les revues scientifiques. Dans notre cas, on a trouvé plein d'informations sur combien il est difficile de guider son cathéter. On a aussi trouvé des gens qui proposaient déjà des solutions, d'autres qui montraient que telle option ne fonctionnait pas vraiment. Et en faisant cette bibliographie, on a pu savoir quel était l'état des connaissances, histoire de pas réinventer la roue à chaque fois. Et donc si une équipe a déjà prouvé qu'une solution n'était pas bonne, on l'élimine nous aussi, et on explore une nouvelle voie. Troisième étape, définir les contours du projet. Une fois qu'on a trouvé une voie encore inexplorée et qui semble prometteuse, il n'y a plus qu'à. Nous on avait décidé de placer une minuscule bille magnétique au bout du cathéter et de contrôler cette bille à distance grâce à des champs magnétiques externes. On aurait alors une sorte de tête chercheuse qui prendrait les bifurcations pile quand on le demandait. Et puis là, on met sur papier comment on compte faire, nos hypothèses de travail, nos objectifs. On définit vraiment ce à quoi on s'intéresse et aussi ce à quoi on ne s'intéresse pas. Le but de ça, c'est de pas s'éparpiller, mais aussi ça permet de faire des demandes de financement et de convaincre les financeurs que la voie qu'on a choisie est intéressante. Étape 4, l'exploration. Ça, c'est mon étape préférée. Celle où on cherche sans trop savoir, on commence par y aller à tâtons, on explore. On ne sait pas encore comment on va faire pour réussir notre projet, il n'y a pas de tuto sur internet, il n'y a pas de profs qui en savent plus que nous, on est aux frontières des connaissances, au bord de l'inconnu. Alors on fait plein de tests avec des expériences physiques ou avec des simulations sur ordinateur par exemple. Au début c'est très simple, c'est vraiment juste pour découvrir. Et puis là on prend des notes, beaucoup de notes comme vous pouvez le voir, j'ai entassé pas mal de cahiers de laboratoire au fil des années. J'ai passé beaucoup de temps pour évaluer comment contrôler ma petite bille, comment la fixer au bout du cathéter, à construire des petits modèles qui reproduiraient vaguement les vaisseaux sanguins, juste pour acquérir les connaissances et les compétences qui me permettraient de passer aux étapes suivantes. Étape 5, le protocole expérimental. Ça, c'est l'étape fatidique. Là, on est en train de monter une expérience rigoureuse, une expérience qui nous permettra de répondre à une question vraiment importante. Pour nous, c'était
Est-ce qu'on est capable de guider un cathéter dans les vaisseaux sanguins grâce à une force magnétique? Et il faut bien penser à son expérience pour que les conclusions auxquelles on arrive soient fiables et reproductibles. On ne veut pas que nos efforts soient le fruit du hasard, on veut que l'expérience soit la plus béton possible. Alors on prévoit les moindres détails, depuis les considérations logistiques jusqu'à comment est-ce qu'on pourra analyser nos résultats. C'est ça le protocole. Étape 6, l'expérience. C'est parti, on fait l'expérience. Parfois ça dure que quelques heures, comme c'était d'ailleurs mon cas, parfois ça s'étale sur des années. Et malgré tous nos efforts, il se peut que ça ne fonctionne pas toujours. Et là évidemment, il faut recommencer. C'est normal, nous il nous a fallu 3 tentatives avant d'avoir les premiers résultats. Et bien sûr, les expériences ne se ressembleront pas du tout, qu'il s'agisse de mon projet ou encore d'identifier une molécule impliquée dans les maladies cardiovasculaires, de décrypter l'ADN du tournesol pour développer de nouvelles variétés adaptées au changement climatique, ou encore de déterminer s'il y a des traces de vie sur Mars. En fait, selon qu'on travaille en physique, en biologie ou en archéologie par exemple, la logique est la même, mais la mise en application est bien différente, de même que les instruments et la temporalité. 7e étape, analyser. Une fois qu'on a fait une ou plusieurs expériences, qu'est-ce qu'on en retient? C'est quoi le résultat? Et ça paraît bête, mais on ne répond pas aussi facilement que ça à cette question. Souvent, l'analyse des résultats passe par beaucoup d'analyses statistiques pour arriver à en retirer l'essence. Par exemple, si notre cathéter a réussi à être guidé 10% du temps, ou 60% du temps, ou 90% du temps, à partir de quel pourcentage a-t-on prouvé qu'il fonctionnait? La réponse est vraiment pas si simple, mais c'est ce genre de subtilité qu'on vient étudier à cette étape-là. Étape 8, communiquer. Ça ne servirait absolument à rien d'acquérir des connaissances et de les garder pour soi. C'est le but de la recherche, communiquer ses découvertes au reste du monde. Alors ça implique la communauté scientifique, les médias et même le grand public. Voici par exemple l'article final de notre fameux cathéter guidé magnétiquement. Ça ressemble à ça, un article de recherche. Et l'idée ici, c'est de communiquer ces résultats même si la conclusion, c'est que ça ne fonctionne pas. Ou même si les résultats ne nous plaisent pas. Ne nous plaisent pas. Ça, c'est une grosse difficulté dans toute cette démarche. Parce que on voudrait, idéalement, être le plus neutre possible et que nos résultats représentent une vision objective de la réalité. Mais l'humain ne fonctionne pas vraiment comme ça. Malgré nous, on a toujours une opinion sur notre sujet, ou pire encore, on se rend pas compte qu'on est biaisé. Et parfois, ça a même des liens avec la politique, comme toute la recherche sur le changement climatique, sur les OGM, sur le racisme, etc. Peu importe la raison, on a souvent soit un avis, soit un intérêt, soit des émotions reliées à ce qu'on voudrait obtenir. C'est humain. C'est pour ça que tout ce qu'on écrit est relu et révisé par d'autres chercheurs et chercheuses avant d'être publié. C'est pour s'assurer autant que possible que le travail de recherche a été fait avec la rigueur nécessaire. Communiquer les résultats de la recherche, ça permet de contribuer à repousser toujours plus les frontières des connaissances. Alors, avez-vous désormais une meilleure vision du monde de la recherche publique ? Est-ce que vous avez deviné dans ce que je viens de vous faire passer que l'image du chercheur tout seul dans son laboratoire qui a révolutionné le monde en criant Eureka, c'est une légende. En réalité, la recherche, ce n'est pas une succession d'énormes découvertes, c'est la combinaison de toutes petites avancées scientifiques qui, mises ensemble, forment une découverte plus importante. Et pour ça, il a fallu du temps, de l'argent, du matériel et une multitude de personnes, des hommes, des femmes, aux compétences multiples, en théorie, en sciences expérimentales, en ingénierie, en instrumentation, en ressources humaines, en administration, en communication, et j'en passe. La recherche, en réalité, elle se fait jamais seule. Alors, et la conclusion ? Qu'en est-il de notre projet à nous ? Eh bien, il fonctionne. On arrive à guider un cathéter avec une force magnétique externe, mais cette force magnétique n'existe nulle part ailleurs que dans notre laboratoire. Alors si un jour les fabricants de ces aimants très spéciaux équipent les hôpitaux, peut-être que notre projet reviendra à la surface. Pour l'instant, on sait que nous sommes capables de guider un cathéter avec une force magnétique. C'est une nouvelle connaissance qui sera peut-être utile un jour, y compris dans d'autres domaines inattendus, qui sait. Alors, est-ce que ça vous donne envie de vous plonger dans cet excitant inconnu qu'est la recherche ?